Donc sans plus attendre, démarrons le deuxième module du webinaire sur les emballages réemployables qui se terminera comme prévu à 10h30. Je suis Sophie Nguyen Bukuong et je suis accompagnée de Clémence Brutin qui va m'aider à gérer vos questions via le chat. Nous travaillons toutes les deux sur le développement du réemploi et également la lutte contre les déchets sauvages, mais qui ne fait pas l'objet de ce webinaire. Ce webinaire vous est proposé par Citeo, l'entreprise qui pilote et assure la fin de vie des emballages et des papiers grâce aux contributions des metteurs en marché français. Il est constitué de 3 volumes, donc chaque jeudi pendant 3 semaines à 9h30, afin de renforcer vos connaissances sur le réemploi, mieux comprendre la performance environnementale de ce système et savoir quelles sont les premières questions à se poser lorsqu'on envisage le réemploi. Donc la semaine dernière, nous avons vu comment renforcer vos connaissances techniques sur les emballages réemployables. Et cette semaine, nous allons rentrer dans les sujets liés à la performance environnementale du réemploi. Donc bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième volume du webinaire sur les emballages réemployables, mieux comprendre les leviers de performance environnementale du réemploi. Pendant ce deuxième webinaire, nous allons d'abord détailler les étapes de la chaîne de valeur d'un emballage à usage unique d'une part et d'un emballage réemployable d'autre part, ce qui nous permettra de mieux comprendre comment on les compare. À partir de cette chaîne de valeur du réemploi, nous pourrons comprendre les résultats des analyses environnementales réalisées sur différents cas. Nous étudierons plusieurs matériaux et plusieurs types d'emballages qui ont été évalués à travers des études. Ces analyses nous ont permis de mettre en avant les leviers de performance du réemploi, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles le réemploi présente le meilleur bénéfice environnemental. Et enfin, nous terminerons sur des exemples concrets et des solutions existantes qui permettent d'actionner ces leviers de performance. Donc, commençons par revenir sur les grandes étapes des deux chaînes de valeur. Voici les schémas représentant de manière simplifiée la chaîne de valeur de l'emballage à usage unique d'une part, à gauche, et de l'emballage réemployable d'autre part, à droite. Pour l'exercice, nous reprendrons l'exemple d'une bouteille en verre, car c'est celui sur lequel nous avons aujourd'hui le plus d'éléments, mais nous verrons également les analyses comparées de bouteilles en PET, ainsi que le fût en acier comme emballage boisson. Pour l'usage unique, tout commence par une bouteille neuve. Cette bouteille est acheminée ensuite jusqu'au site de conditionnement. Le contenant, une fois rempli de son contenu, est acheminé à son tour jusqu'au lieu de vente de ce produit. C'est là que le consommateur achète son produit. Il le consomme pour ensuite déposer l'emballage vide dans un bac de tri sélectif, en bac individuel ou en point d'apport volontaire. La matière est ensuite acheminée par camion directement jusqu'à l'usine de recyclage pour le cas du verre et jusqu'à un centre de tri pour les autres matériaux. Le verre est ensuite transformé en calcin pour refaire des emballages en verre. Pour information ou rappel, le taux de recyclage du verre issu de la collecte sélective en France est de 86% sur les chiffres 2018. Le recyclage du verre est effectué à 100% sur le territoire français, avec une distance moyenne entre le lieu de collecte et le lieu de recyclage de 230 km. Voilà pour la chaîne de valeur simplifiée de l'usage unique. Côté réemploi, on commence aussi avec une bouteille neuve, qui est également acheminée jusqu'au site de conditionnement. Les étapes sont identiques jusqu'au consommateur, qui, une fois le produit consommé, rapporte son emballage vide jusqu'à un point de collecte désigné. Nous avons vu la semaine dernière que ces points de collecte sont la plupart du temps les lieux de vente des produits. Les emballages vides pour le lavage sont acheminés jusqu'à l'usine de lavage, avec parfois une étape de stockage intermédiaire qui permet de massifier les flux, que nous n'avons pas représenté ici sur le schéma pour ne pas l'alourdir, mais c'est une étape qui peut intervenir. Les emballages propres sont ensuite distribués sur les lieux de conditionnement pour entamer une nouvelle rotation.
Ces étapes, encore une fois simplifiées pour plus de clarté, sont importantes à garder en tête car elles nous permettent de comprendre la performance de toute la chaîne de valeur du réemploi, ici à droite, lorsqu'elle est comparée à l'usage unique, à gauche. Et pour évaluer la performance environnementale d'un emballage, nous allons utiliser les résultats de l'ACV. Donc l'ACV, pour analyse de cycle de vie, c'est l'outil de référence pour évaluer l'impact environnemental global d'un produit en évaluant les impacts de chaque étape de ce cycle. Il existe d'autres outils d'évaluation, le bilan carbone, l'affichage environnemental, mais l'objectif reste toujours le même, associer un chiffre à des impacts environnementaux et mettre en évidence une responsabilité ou une source pour les impacts identifiés. Alors, la méthode ACV est cadrée par un standard international, l'ISO 14040, et nécessite de définir des hypothèses pour chaque étape. Hypothèse de transport, hypothèse de fabrication, etc. Les résultats d'une ACV sont donc indissociables des hypothèses utilisées pour faire l'analyse. L'ACV est utilisé, c'est l'outil qui est utilisé dans l'outil BI, le bilan environnemental des emballages, qui est proposé gratuitement par Citeo sur Internet et qui permet aujourd'hui de comparer deux solutions d'emballage à usage unique. En ce qui concerne les emballages réemployables, comparés aux emballages à usage unique, 5 paramètres clés vont déterminer les hypothèses de l'ACV. Le matériau utilisé pour les emballages analysés, la conception, le design de ces emballages, primaires et secondaires, les modes de transport, et enfin, pour le réemploi, le taux de retour des emballages, et côté usage unique, la fin de vie, c'est-à-dire le taux de recyclage. Tous ces paramètres, s'ils diffèrent d'un cas à l'autre, peuvent modifier les résultats de l'ACV comparés. Je vais l'illustrer plus concrètement dans un instant. Le standard d'ACV analyse 8 indicateurs environnementaux, les principaux étant les émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2, la consommation d'eau, la consommation d'énergie et l'acidification de l'air. Alors, juste avant de partager avec vous les résultats des ACV existantes, je vais revenir sur les paramètres clés et comment ils peuvent modifier les résultats de ces ACV. Alors, donc le premier paramètre, il s'agit du matériau. En fonction du matériau choisi, nous allons avoir un impact important sur la consommation d'énergie et d'eau nécessaires pour l'extraction du matériau, par exemple, les émissions de GES pour sa production et l'intégration de matières recyclées à l'intérieur du matériau, enfin en parallèle du matériau, va beaucoup impacter également le résultat global de l'ACV. Concernant la conception des emballages et des conditionnements, emballage primaire et emballage secondaire, c'est les choix de poids qui vont entraîner la robustesse des emballages réemployables, qui vont notamment beaucoup impacter les indicateurs de transport. Plus un emballage est lourd et plus le transport associé va être générateur d'émissions. La conception va aussi déterminer les possibilités d'optimiser la palettisation. C'est encore plus le cas lorsqu'on a une standardisation des emballages, ce qui permet d'optimiser également tout ce qui est étape de collecte, transport et lavage. Donc, tout ça, c'est lié à la conception de l'emballage lui-même. Pour le paramètre transport, l'organisation territoriale, c'est-à-dire les lieux d'implantation des usines de lavage et des lieux de collecte, vont impacter la performance globale du transport. L'existence de stockage, de zones de stockage intermédiaires va permettre aussi d'optimiser le transport. La mutualisation des tournées, la reverse logistique sont autant de leviers pour essayer de varier l'impact du transport. Et enfin, le choix du carburant ou même le choix du véhicule, puisque certaines solutions de réemploi
Pour certaines solutions de réemploi, les emballages sont transportés par vélo triporteur. Tout ça va avoir, toutes ces variations vont avoir énormément d'impact sur la performance globale. Concernant le taux de retour des emballages, ça va déterminer la rentabilité de l'impact lié à la production initiale, la fabrication d'emballage. Ce point va être détaillé un petit peu plus tard, donc je rentre pas dedans pour le moment. Et l'optimisation du parc d'emballage et de ses impacts va être permise grâce à un taux de retour élevé. Plus j'ai d'emballages entre guillemets dans la nature qui ne me sont pas revenus en tant qu'industriel, plus je vais devoir prévoir des quantités d'emballages réserves plus importantes. Et ces emballages vides, en attendant utilisation, ont un impact notamment à cause des lieux de stockage qu'ils nécessitent. Et enfin, pour question de la fin de vie de l'emballage à usage unique, on va regarder le taux de recyclage de l'emballage qui peut varier en fonction du matériau, en fonction de certaines régions également. Et puis évidemment, la recyclabilité de l'emballage réemployable va influencer la comparaison avec celui de l'usage unique. Alors, maintenant que nous avons mis en place toutes ces réserves et toutes ces précautions pour lire les résultats des ACV, commençons par le premier cas de figure, la performance environnementale d'une bouteille en verre réemployable lorsqu'elle est comparée à une bouteille en verre à usage unique. Donc là, on a le même matériau dans un cas réemployable, dans l'autre usage unique. Tous les éléments qui vous sont présentés ici sont issus de l'étude de Roche Consultant, qui date de 2009, mais qui est aujourd'hui encore l'étude de référence la plus exhaustive pour la comparaison entre deux emballages ménagers en verre. Les résultats chiffrés concernent d'une part une bouteille 75 centilitres à usage unique qui serait collectée et recyclée via le système mutualisé existant en France. Et d'autre part, et là c'est les hypothèses qui sont prises et qui sont très importantes, une bouteille en verre réemployable, également de 75 centilitres. La référence s'appelle VK Alsace, c'est le nom du format de la bouteille. Cette bouteille pèse 100 grammes de plus que son équivalent à usage unique pour qu'elle soit plus robuste. Elle est rapportée par le consommateur à 95%. C'est un taux qui est très haut et qui est spécifique à la région Alsace où est commercialisée la bouteille Météor. Une région qui a toujours pratiqué la consigne et donc qui témoigne des taux de retour très importants. On a compté 20 rotations par bouteille en moyenne, ce qui est encore une fois très important et spécifique à la région Alsace. Les chiffres de la consommation énergétique sont basés sur des moyennes européennes, en revanche, et la distance parcourue par la bouteille post-consommation est de 260 km, donc ça reste très local. Sur la base de ces hypothèses, et lorsqu'on compare cette bouteille spécifiquement à une bouteille équivalente en contenance, mais à usage unique, alors le bilan environnemental est favorable au réemploi sur les 4 indicateurs environnementaux principaux. Largement favorable même, à l'exception peut-être de l'eau. Vous voyez les chiffres, on est autour de 70-80% favorable pour le réemploi par rapport à l'usage unique. Si l'on regarde les impacts spécifiques à la fabrication de la bouteille, qui reste l'étape qui pèse le plus dans le bilan environnemental global, alors on observe quand même que les émissions de CO2 du réemploi sont nettement inférieures à celles de l'usage unique, moins 75%. Pour expliquer ce dernier point, très important, puisqu'encore une fois, l'impact lié à la fabrication, à la production de l'emballage pèse le plus dans l'ACV, regardons comment le nombre de rotations d'un emballage réemployable contribue à réduire, ou plutôt à rentabiliser l'impact de sa fabrication. La courbe que vous voyez présente l'impact environnemental, l'axe vertical, lié à la production, la fabrication d'une bouteille en verre et son évolution en fonction du nombre d'utilisations. C'est l'axe horizontal.
Lorsque la bouteille n'a pas encore été utilisée, le nombre de rotations est donc à 0. L'impact lié à sa fabrication est total. On a 100%. Plus la bouteille va être utilisée, plus elle va réaliser de rotation et plus cet impact initial va être réparti et divisé. Donc vous voyez la courbe qui descend et qui diminue très rapidement. Donc plus l'emballage effectue de rotation, plus l'impact lié à sa fabrication diminue. On voit même qu'à partir de 10 rotations, l'impact est totalement rentabilisé. Si le seuil est à 10 pour le cas d'une bouteille en verre, ce chiffre clé, ce chiffre seuil sera différent en fonction du matériau de l'emballage. Mais aujourd'hui, nous avons des chiffres qui nous permettent de vous restituer uniquement les résultats du verre. Et pour terminer sur cette étude de cas du verre réemployable comparé au verre à usage unique, les résultats de l'étude des Roches de 2009, favorable au réemploi, ont été confortés par 2 autres études de l'ADEME. La première en 2010 pour le CHR et plus récemment en 2018 pour le ménager, le B2C. 6 dispositifs de réemploi ont tous abouti à la même conclusion. La bouteille réemployable est au moins aussi performante que la bouteille à usage unique sur l'ensemble des indicateurs environnementaux, même pour les cas où le nombre de rotations est très bas, comme Jean Bouteille. Vous voyez, on a nombre de cycles, nombre de rotations, à peine plus d'un par bouteille. Seul l'indicateur déplétion, c'est-à-dire épuisement des ressources en eau, est également impacté. Et ça s'explique notamment parce que le réemploi nécessite de l'eau pour le lavage, alors que le recyclage du verre n'en requiert que très peu. Donc c'est spécifique quand même aux matériaux. Le recyclage du verre est peu consommateur d'eau. Ce n'est pas le cas pour le recyclage de tous les autres matériaux et nous allons le voir tout de suite. Comparons maintenant la performance d'une bouteille en PET réemployable. Elles existent en Allemagne et en Norvège, avec celle d'une autre bouteille, toujours en PET, mais à usage unique, dans le circuit CHR, c'est-à-dire dans le B2B. Dans l'étude norvégienne de 2013 dont est tiré ce graphique, seules les émissions de gaz à effet de serre ont été évaluées, c'est-à-dire les émissions de CO2. C'est le seul indicateur qui est restitué ici. Que l'on évalue les émissions liées au processus industriel, donc la production, le lavage et la gestion de l'emballage, ou en regardant c'est ça, et la production du lavage, l'impact est quasiment équivalent entre le réemploi, c'est la partie bleue, et l'usage unique, c'est la partie rose. En revanche, la partie transport. Le transport de la bouteille PET réemployable pèse plus que le transport de son homologue à usage unique. Vous voyez les graphiques, la partie bleue va bien au-delà de la partie rose. Alors, 2 explications qui sont spécifiques à l'organisation norvégienne. L'implantation des usines de lavage centralisées par rapport au territoire norvégien, qui est très étiré, permet peu d'optimisation des distances parcourues par les emballages avant et après lavage. Et l'autre point, c'est que le parc de bouteilles PET réemployables en Norvège est constitué de bouteilles standardisées pour les metteurs en marché de petits volumes et de bouteilles spécifiques aux marques comme Coca-Cola par exemple. Et donc l'impact du transport est alourdi par les distances parcourues allant et partant d'un centre de tri situé à Oslo. D'autres études dont les résultats sont consolidés ici ont démontré le bilan favorable au réemploi du PET par rapport au PET à usage unique sur l'ensemble des indicateurs. Donc, toutes ces études les références de ces études vous seront transmises en annexe du support pour que vous puissiez rentrer dans le détail, puisque nous n'avons pas le temps de rentrer dans le détail de chacune de ces études. La particularité du PET, lorsqu'on regarde la ressource en eau, c'est que le réemploi est gourmand en eau, le réemploi du PET est gourmand en eau puisque chaque bouteille
bien que déjà lavé, doit être à nouveau rincé juste avant d'être re-rempli. Et l'autre point, c'est que le recyclage du PET est aussi consommateur d'eau, beaucoup plus que le recyclage du verre, et donc le bilan, néanmoins, est relativement équilibré entre les deux solutions. Donc, passons maintenant à un autre cas de figure où les deux emballages comparés ne sont pas du même matériau. C'est le cas, une étude ADEME de 2010 a évalué la performance comparée du verre réemployable à celle du PET à usage unique dans le circuit CHR, café, hôtel, restaurant, donc en B2B. Les résultats concernent, pour l'usage unique, deux types de bouteilles PET ont été prises en compte. Des bouteilles légères, c'est-à-dire amincies, comme on le voit pour les bouteilles d'eau, et des bouteilles en PET plus épaisses, comme pour les jus. Et pour la bouteille réemployable en verre, on a pris un poids moyen, donc situé entre 160 et 400 grammes en fonction des contenances, 2 à 3 rotations seulement par an, avec un taux de retour de 92%, ce qui est très haut également, mais ce qui est normal en fait, puisque ce sont les professionnels du CHR qui se chargent de collecter les emballages en fin de consommation, en fin de service. Le taux de recyclage de la bouteille PET qui ont été appliqués ont été alors dans le réel, le taux de recyclage du PET à usage unique est fixé à 30%, donc ça c'est les chiffres 2010. Mais pour l'évaluation, ce qui a été utilisé, c'est des taux extrêmes, donc avec une bouteille triée et qui est recyclée à 100% et une bouteille non triée qui n'est absolument pas recyclée. Plusieurs hypothèses de distance ont été analysées. Donc, regardons les résultats par rapport à l'indicateur GES uniquement. En bleu, nous allons voir les cas où le PET à usage unique, recyclé ou pas, est moins impactant. Donc le PET à usage unique, d'un point de vue gaz à effet de serre, est plus performant que le verre consigné pour réemploi. En jaune, ce sont les cas où il y a très peu de différence entre les deux solutions. Et en vert, les cas où c'est le verre réemployable qui est le plus intéressant, donc le moins impactant en termes de gaz à effet de serre. Donc, lorsque les émissions de gaz à effet de serre d'une bouteille en verre réemployable sont comparées à celles d'une bouteille PET triée et recyclée à 100%, ce sont les deux premières colonnes, alors c'est systématiquement le PET qui est favorable. Donc c'est systématiquement le PET à usage unique, trié et recyclé à 100% qui est favorable, sauf pour le cas de bouteilles PET épaisses sur de petites distances. Donc voilà, l'étude a réussi à obtenir le résultat cherché, puisqu'on voit bien que c'est les distances parcourues qui vont avoir un impact sur la comparaison. Et lorsque l'on compare la bouteille PET non triée, lorsqu'on compare la bouteille en verre réemployable à une bouteille PET non triée et donc non recyclée, alors le verre réemployable présente un bilan favorable sur de petites distances, 200 km, voire 400 km lorsqu'il est comparé au PET épais. Et au-delà de ces distances, le bilan est très mitigé pour le verre réemployable, à moins d'opter pour un transport ferroviaire. Donc cet exemple met en exergue l'influence des variations de critères clés sur le bilan comparé. Si l'usage unique est recyclé ou pas, le bilan comparé n'est pas le même. Si les distances parcourues sont courtes ou longues, le bilan ne sera pas le même non plus. Et si le moyen de transport change, pareil, le bilan est encore une fois différent. Dernier cas de figure pour lequel nous avons des résultats. La comparaison entre les fûts en acier réemployable et l'équivalent en PET à usage unique. Donc pour le circuit CHR en B2B, les résultats sont tirés de la même étude ADEME de 2010. Donc les hypothèses sont encore une fois indissociables des résultats et nous retiendrons notamment
Donc la contenance des fûts est de 30 litres dans les deux cas, pour l'acier comme pour le PET. Quel que soit le poids de ces fûts en PET, 300 grammes ou 700 grammes, on est bien dans 30 litres dans les deux cas. Les fûts en acier ont un taux de retour exceptionnel de 99%, assuré encore une fois par les gestionnaires des lieux CHR. Et les fûts en PET, en revanche, ne sont pas du tout recyclés. C'est un emballage qui présente beaucoup d'avantages pour la manutention, mais qui a aussi beaucoup de perturbateurs de recyclage. Et aujourd'hui, on ne sait pas recycler les fûts en PET. Les résultats sont plus globalement favorables au réemploi sur l'indicateur gaz à effet de serre. Quel que soit le mode de transport et la distance parcourue, si le fût en acier réemployable est comparé au fût PET de 700 grammes, alors c'est toujours le fût en acier réemployable qui est la meilleure alternative. Lorsqu'il est comparé à un fût PET plus léger, de 300 grammes, le fût en acier reste favorable sur une distance parcourue inférieure à 400 km. Beaucoup de cas de figure n'ont pas pu être évalués, ou en tout cas ne l'ont pas encore été aujourd'hui publiquement. Le PET réemployable, lorsqu'il est comparé au PET à usage unique pour le B2C, c'est-à-dire pour les emballages ménagers. Il y a aussi beaucoup d'autres emballages réemployables aujourd'hui qui existent, les pots, les plats, les boîtes. Malheureusement, aujourd'hui, tous ces cas de figure n'ont pas été évalués avec une ACV standardisée. Les quelques études existantes permettent néanmoins de tirer des conclusions, mais sur des configurations et des hypothèses très précises. Encore une fois, ces hypothèses sont indissociables des résultats obtenus. Comme on l'a vu, un critère qui varie, c'est le bilan total qui peut être changé. Donc, si on regarde le récapitulatif, concernant le verre réemployable, en comparaison au verre à usage unique, c'est la première colonne, les dispositifs analysés montrent un bilan favorable au réemploi, quel que soit l'indicateur environnemental analysé. Mais lorsqu'il est comparé au PET, donc deuxième colonne, le verre réemployable, en CHR uniquement, nous n'avons pas les chiffres pour le ménager, en B2B donc, le bilan est plus mitigé et va beaucoup dépendre des distances parcourues par les emballages avant et après lavage. Idem pour le PET, quand le réemploi est comparé à l'usage unique, le bilan est très mitigé et donc va dépendre des critères et de leurs variantes, comme on l'a vu. Et enfin, pour les fûts, acier réemployable comparé au PET à usage unique, sur l'indicateur gaz à effet de serre disponible, c'est bien le réemploi qui est plus performant. Toutes les études citées, donc, comme je vous l'ai dit, seront indiquées en annexe du support. Maintenant, quelles conclusions tirer de ces études, notamment sur les leviers permettant d'augmenter la performance environnementale du réemploi? Alors, nous retenons 3 éléments clés à optimiser pour garantir une performance environnementale optimisée du réemploi. Le premier, c'est donc le nombre de rotations de l'emballage. On a vu, plus l'emballage est utilisé et plus la production de nouveaux emballages est réduite et plus l'impact initial lié à la fabrication de cet emballage va être rentabilisé. Le deuxième élément clé, ce sont les distances parcourues pour le transport des emballages avant et après lavage. Pour le verre, l'ADEME, dans son étude de 2018, communique sur une distance limite de 200-250 km. Dans l'étude, ils ont publié 200. Depuis, sur certaines publications, ils ont élargi un tout petit peu à 250 km. Au-delà de ces distances, le verre réemployable transporté avant, après lavage présente un bilan mitigé par rapport à un verre à usage unique recyclé. Et puis le dernier élément clé, ce sont les procédés de lavage industriels, notamment la consommation d'eau, le recyclage des eaux usées et de pluie, la consommation d'énergie également, et puis la consommation de produits polluants. En l'occurrence, c'est la soude qui est utilisée pour décoller les étiquettes. Si cette consommation n'est pas optimisée, ça va un peu plomber l'impact lié au lavage industriel. Alors, comment optimiser ces éléments? On retiendra 3 leviers à activer
Et c'est là-dessus qu'on va vous présenter des études de cas, des bonnes pratiques pour illustrer ces leviers. Faciliter et améliorer le retour des emballages pour augmenter le nombre de rotations. Ça doit vraiment rester la priorité. Un emballage réemployable ne sera réemployé que si vous permettez le retour et la gestion de l'emballage. La conception de l'emballage qui doit être adaptée au dispositif, donc le design for reuse. Est-ce que mon emballage a été conçu de manière à être suffisamment robuste pour résister voilà, aux différents transports, pour résister au lavage? Est-ce qu'il a été conçu de manière à optimiser la palettisation, pour optimiser la contenance des camions? Est-ce que le lavage aussi est permis de façon facile? Et notamment, on va regarder la conception de l'emballage, mais surtout la conception de l'étiquette, puisque en sortie d'usine de lavage, les emballages doivent être nus et donc les étiquettes doivent être facilement enlevables. Donc, c'est ce qu'on appelle l'enlevabilité de l'étiquette. Puis le dernier levier à activer, c'est la mutualisation sur différentes étapes du dispositif. La collecte, le transport, le lavage. Et on va voir l'exemple notamment de la Finlande et de la Norvège, où les emballages, où le parc d'emballage est également mutualisé entre les metteurs en marché. Alors, regardons tout de suite les illustrations de ces leviers. Levier numéro 1, faciliter et améliorer le retour des emballages afin d'augmenter le nombre de rotations. Donc, il y a 3 axes de travail. Le premier, c'est la communication. Le premier endroit où on peut communiquer, c'est sur l'emballage lui-même. Donc, on vous a mis des exemples de logos qui existent aujourd'hui sur les emballages réemployables en France. Bout à bout, Consigne Up, ma bouteille s'appelle Revient. Donc, on notera qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'harmonisation des logos en France. Ce sont des initiatives portées par des acteurs qui ont développé leur propre logo. C'est un axe de travail qui a été identifié par l'ADEME et qui devrait être creusé dans les mois qui viennent pour garantir une harmonisation. On vous a mis l'exemple allemand, Mehrweg, donc ce qui veut dire réemploi, en tout cas plusieurs utilisations. L'Allemagne a défini un logo unique que tous les metteurs en marché d'emballages réemployables doivent apposer sur leurs emballages. Alors la communication, elle se fait sur l'emballage lui-même, mais pas que. L'idée, c'est vraiment de plonger le consommateur dans un paysage lui permettant de comprendre comment il doit utiliser et surtout rendre l'emballage. Donc en linéaire, là on vous a mis l'exemple développé en Alsace dans le supermarché Auchan qui a réinauguré un rayon de réemploi, donc c'était l'hiver dernier, consigne du verre en énorme au-dessus du linéaire, et puis également dans le reste du magasin avec des kakémonos qui pointent et qui indiquent vraiment la zone où les emballages réemployables sont disponibles. Le deuxième levier qui est très important, c'est l'incitation. Elle peut prendre 2 formes. La première qui est la plus connue, c'est la consigne monétaire. Au moment de l'achat, je vais payer une certaine somme qui va m'être restituée lorsque j'aurai rapporté mon emballage. On verra la semaine prochaine quelles sont un petit peu les grandes pratiques, notamment ce qui se fait dans nos pays voisins qui utilisent la consigne monétaire depuis plusieurs années sur le réemploi. Quelles sont les pratiques sur lesquelles on peut se baser pour définir un montant de consigne ajusté. Puis l'autre levier, c'est la gratification. Donc au moment de l'achat, je n'ai pas payé de montant supplémentaire, mais par contre, je suis remerciée au moment où je rapporte mon emballage consigné. Et donc cette gratification, elle peut prendre différentes formes, réduction sur des achats postérieurs, bons d'achat, points de fidélité. Là, il y a plusieurs choses qui sont testées et qui sont pratiquées. Troisième axe, le dispositif de retour. Il doit être vraiment
très clair et très pratique pour permettre au consommateur de facilement ramener son emballage. Donc au niveau des magasins, ça peut être fait au niveau soit sous forme de caisse. Vous allez avoir au niveau des caisses enregistreuses, par exemple, des caissons dans lesquels les consommateurs, avec l'aide du personnel des lieux de distribution, des lieux de vente, vont déconsigner leurs emballages directement dans des caisses. Et puis sinon, on peut voir aussi des RVM, des Reverse Vending Machines, donc qui sont finalement des distributeurs qui marchent à l'envers. C'est-à-dire que c'est une machine qui va manger mon emballage. Une fois qu'il est vide, je le ramène. Elles peuvent être installées avec ou sans espace de stockage annexe. On vous a remis à gauche l'exemple du RVM du Auchan situé à Strasbourg. La machine va scanner l'emballage et donc l'identifier et ensuite générer tout de suite le bon d'achat correspondant à la quantité d'emballage retourné. Et puis le dernier volet qu'on a découvert plus récemment, c'est la conception de l'emballage. Ah pardon, excusez-moi, j'ai oublié pour les dispositifs de retour le cas particulier de Loop, où là c'est finalement le livreur qui va récupérer dans la caisse Loop mes emballages vides. Donc ça c'est vraiment très particulier et c'est en test par Loop aujourd'hui en Île-de-France. Donc sur la conception de l'emballage, on a vu plus récemment que l'emballage peut être conçu pour éviter d'être volé. Alors c'est un point particulier, notamment pour tous les metteurs en marché de plats à emporter. Si le plat réemployable est trop pratique, s'il s'associe en gros à un Tupperware en verre de qualité, on observe des taux de retour très faibles, puisque finalement, ça devient un objet attractif et le consommateur a tendance à le garder. Et donc, on peut jouer sur la conception anti-vol, c'est-à-dire permettre une fermeture pratique mais éphémère. Sur la bouteille, on va comparer une bouteille Météor qui, une fois décapsulée, présente peu de perspectives d'utilisation par rapport à la bouteille Jean Bouteille, où il y a un système de fermeture efficace. Et on l'a vu tout à l'heure, les rotations pour les produits Jean Bouteille sont assez faibles. Donc ça confirme un petit peu cette théorie que l'emballage doit être efficace, mais pas trop attractif non plus. Voilà pour le levier permettant d'optimiser le taux de retour et les bonnes pratiques que nous avons observées. Sur le deuxième levier, concevoir l'emballage pour qu'il s'adapte au dispositif. Les premiers éléments, ça va être le matériau et la conception de l'emballage, parce que l'emballage réemployable, il doit être robuste et idéalement empilable. Robuste pour permettre le plus grand nombre de rotations possibles, éviter que l'emballage ne se casse lors du lavage, lors du transport, et empilable pour optimiser justement toute cette étape de transport. Et la deuxième caractéristique qui est très importante, c'est la recyclabilité pour assurer la fin de vie de l'emballage lorsqu'il est écarté à l'une des étapes de son cycle, que ce soit au niveau du consommateur. J'ai oublié que mon emballage était consigné pour réemploi et je le mets dans un bac de tri, ou au niveau industriel, j'ai récupéré mon emballage, mais pour une raison X ou Y, je souhaite l'écarter, il est abîmé, il est plus adapté et donc je l'écarte. Il faut garantir la recyclabilité de cet emballage. C'est un élément qui a été défini et intégré dans la loi anti-gaspi et économie circulaire, donc la recyclabilité des emballages réemployables. Et puis l'autre élément, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est l'étiquette. Donc l'étiquette doit pouvoir partir facilement et ne pas du tout impacter l'emballage qui est derrière. L'emballage est réemployable, on reste sur des étiquettes à usage unique. Donc les caractéristiques que l'on connaît, c'est colle hydrosoluble, puisqu'elle se décolle facilement au lavage et limite l'utilisation d'agents chimiques. La soude caustique, lorsque les étiquettes sont difficiles à faire partir, on augmente le taux de soude dans la solution de lavage.
Et puis on sait également que l'ancrage peut avoir des impacts sur l'emballage. Donc un ancrage, des qualités d'encre, une surface d'ancrage appropriée pour éviter d'altérer le matériau. Citeo accompagne l'association Bout à Bout qui justement est en train de travailler à un cahier des charges techniques sur les étiquettes pour qu'elles soient adaptées à l'outil de lavage du réemploi. Donc c'est un projet qui est en cours, qui a été lancé à l'automne 2019 et qui devrait se finaliser, je pense, d'ici l'été ou l'automne 2020, afin de pouvoir publier et rendre disponible un cahier des charges techniques sur les étiquettes adaptées au réemploi et à l'outil de lavage. Et le dernier levier que l'on va illustrer aujourd'hui, c'est la mutualisation du dispositif, différentes étapes, voire même le parc d'emballage. Donc, premier exemple, la mutualisation des tournées de collecte. Donc on mutualise les camions afin de réduire l'impact lié à tout ce transport, à toutes ces distances parcourues. Donc on voit à gauche le cas de 3 marques qui vont individuellement gérer le transport de leurs emballages vides avant et après lavage. Donc on imagine bien qu'il y aura 3 camions sur les routes, alors que la mutualisation des tournées de collecte, donc c'est le cas à droite, permet de réduire le nombre de camions et donc les distances parcourues. C'est un très fort levier économique également, puisque lorsqu'on observe les modèles économiques du réemploi, le coût lié à la logistique est un des coûts les plus importants. La deuxième chaîne de valeur, la deuxième étape qui peut être mutualisée, c'est le lavage. Même démonstration. Avoir des outils de lavage individuels ou des cycles de lavage individuels, eh bien ça augmente justement le nombre de lavages et la consommation d'eau, la consommation d'énergie, la consommation de soude qui vont être associées à chaque lavage. Alors que si j'arrive à mutualiser les lavages et notamment à avoir des emballages qui ont des modèles identiques, alors on peut optimiser les cycles de lavage et donc remplir à fond le lave-vaisselle avant de le mettre en marche. Alors justement, le modèle standard, c'est un levier qui est mis en pratique aujourd'hui en Finlande, également en Allemagne, qui publie en fait des standards de bouteilles réemployables. Donc elles sont toutes identiques. Les metteurs en marché se différencient les uns des autres grâce aux étiquettes qui sont imposées sur les bouteilles. La semaine dernière, on a vu que l'association Bout à Bout se rapproche de cette démarche puisqu'elle propose à ses utilisateurs de choisir une bouteille dans un catalogue de 7 formats standardisés. Et donc la standardisation des formats, c'est ce qui permet l'optimisation et la mutualisation la plus efficace de l'outil de lavage et des tournées de collecte. Pour finir, on vous a retranscrit ici, on vous a reporté les résultats d'une étude de Deloitte pour illustrer ce fort levier de performance environnementale de la mutualisation du parc d'emballage, où là on voit le nombre de rotations qui ont pu être en théorie effectuées par des bouteilles. Donc vous voyez un certain nombre de références sur la gauche, hein, c'est des bouteilles de contenance différentes. On voit, première colonne, le nombre de rotations dans le cas où les brasseurs ne peuvent pas mutualiser le parc et donc où il n'y a pas on va dire, de vase communicant entre les brasseurs pour récupérer les emballages. Et puis à droite, les mêmes projections lorsqu'il y a échange entre les brasseurs, et donc parc mutualisé. Et on voit que ça peut doubler le nombre de rotations, ça peut même le multiplier jusqu'à 6,5, ce qui est assez énorme lorsque l'on sait que le nombre de rotations est le premier levier pour réduire l'impact environnemental du réemploi.
Alors, une autre solution qui est assez répandue, c'est le vrac. Aujourd'hui, on n'a pas d'études qui permettent de comparer le vrac au réemploi ou comparer le vrac à l'usage unique. Sachez juste qu'une étude est actuellement menée par l'ADEME, justement pour permettre une ACV comparée et qui devrait être rendue publique avant la fin de l'année 2020. Donc, voilà pour les éléments constitutifs de notre connaissance de la performance environnementale du réemploi. On a vu, j'espère que vous avez retenu l'élément le plus saillant à la question est-ce que le réemploi est plus performant que l'usage unique? Eh bien, la réponse, ce sera toujours ça dépend. Et c'est toujours le cas lorsque l'on fait des analyses comparées de performance environnementale. Donc, rassurez-vous, c'est pas une exception. Ça dépend, et j'espère aujourd'hui vous avoir permis d'identifier les critères clés qui vont justement faire basculer vers une solution ou une autre. La conception de l'emballage, le matériau, le transport, les possibilités de mutualisation et la fin de vie pour la partie usage unique qui est comparée au réemploi. Nous avons du temps pour répondre à vos questions. Je voudrais juste vous rappeler que nous nous retrouvons la semaine prochaine à 9h30 pour regarder ensemble par où commencer lorsqu'on veut se lancer dans le réemploi, et on passera en revue les actions concrètes et les questions à traiter avant de se lancer dans une solution d'emballage réemployable. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et nous allons regarder maintenant les questions qui nous ont été transmises. Donc c'est Clémence Brutin qui va répondre à certaines de vos questions. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui nous avaient été envoyées. Je vais les traiter, on va essayer de les traiter dans l'ordre. La première question portait notamment sur l'impact des emballages secondaires, notamment en plastique, et est-ce qu'ils avaient été ou non pris en compte dans certaines ACV. Pour répondre à cette question, on va regarder deux types de postes principaux. D'abord l'impact sur la production et ensuite l'impact sur le transport. Sur l'impact production, effectivement, avoir des emballages réemployables, ça va nécessiter d'avoir aussi des emballages secondaires pour les transporter qui soient adaptés à leur format. On se retrouve souvent avec des emballages secondaires en plastique, donc dans le cas de la bouteille, des caissettes pour pouvoir les transporter. C'est assez difficile de vous répondre sur le bénéfice environnemental de ces caissettes en plastique qui sont généralement réutilisables par rapport à d'autres types de matériaux, notamment parce que ça dépend, comme on vous l'a présenté, du matériau d'origine. Si on compare par exemple des boîtes en plastique, donc réutilisables, versus une palette en bois, mais qui peut être soit à usage unique, soit elle-même réutilisable, on va avoir des résultats différents. Je vais quand même vous donner un premier élément de réponse dans la bibliographie qui sera en annexe des slides. Vous trouverez une étude qui date qui date de 2010, qui a été réalisée par RAP, qui est un cabinet de conseil anglo-saxon, qui a essayé justement de mesurer les impacts comparés des emballages secondaires. Souvent, quand on se retrouve dans des systèmes qui sont bien organisés, l'emballage secondaire en plastique réutilisé peut avoir un meilleur impact qu'un emballage à usage unique. Sur l'impact transport, maintenant, c'est vrai que souvent, quand on a des caissettes qui sont réutilisables en tant qu'emballage secondaire, il peut y avoir des parcours supplémentaires, notamment pour pouvoir s'échanger les caisses s'il n'y a pas eu de standardisation en amont de ce matériau-là. Et donc ça peut effectivement venir détériorer le poste transport. Donc là encore, c'est difficile d'avoir une réponse extrêmement tranchée. La réponse est ça dépend. En tout cas, pour l'impact transport, ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas d'optimisation des échanges entre les différents acteurs et s'ils ne s'entendent pas entre eux pour avoir un modèle standardisé de caissettes, on vient très clairement désoptimiser la logistique aval.
L'autre question qui avait été posée à la suite, c'était est-ce qu'il y a d'autres critères qui ont été analysés dans l'étude ADEME, notamment pour comparer réemploi vert à PET à usage unique. Petite précision, l'étude ADEME, elle ne traite que de verre réemployable versus de verre à usage unique. Il n'y a pas eu de comparaison avec du PET à usage unique. Donc c'est... Sauf concernant l'étude de 2010, mais c'est dans le circuit CHR uniquement. Donc on n'aura pas, aujourd'hui on n'a pas la possibilité de connaître les résultats verre et emploi versus PET usage unique pour le ménager. Voilà, exactement. Et je vais laisser la parole à Sophie sur la question sur les contenants standardisés pour éviter que les emballages ne fassent le tour de France. C'est une bonne question et qui est terriblement d'actualité. Oui, alors comme vient de le dire Clémence, c'est d'actualité et c'est une très bonne question. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout de normes, il n'y a pas de standards qui cadrent les pratiques d'emballage réemployable en France. Il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer dans les pays voisins européens. Donc j'ai dit Allemagne et Finlande qui publient des standards d'emballage réemployable. Donc en gros, vous avez un catalogue et vous choisissez l'emballage réemployable à l'intérieur de ce catalogue. On n'y est pas aujourd'hui en France. Du coup, il y a une multiplication des formats et des emballages. Je pense que le cas le plus entre guillemets extrême, c'est le cas de Loop qui fait vraiment du sur-mesure et vous avez une marque, un emballage. Voilà, on ne peut qu'avoir des intuitions pardon, sur la performance environnementale finale d'un système comme Loop. Les équipes de Loop sont d'ailleurs très prudentes lorsqu'on les interpelle sur cette question-là, puisqu'il n'y a pas suffisamment de recul, donc il n'y a pas suffisamment d'éléments pour réaliser la CV et démontrer la performance ou pas environnementale de ce système-là. Mais en tout cas, le gouvernement l'a bien identifié, ce point-là, puisque les éco-organismes et donc Citeo vont devoir publier d'ici janvier 2022 des standards d'emballage réemployable. Aujourd'hui, on n'est pas capable de vous dire si on ira jusqu'à avoir un design et un croquis d'emballage réemployable par secteur. C'est beaucoup trop tôt. On ne sait pas en fait le contenu qui est attendu dans ces standards, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. Ensuite, alors pardon, je les traite peut-être pas toujours dans le bon ordre, mais une question a été posée sur les boîtes en inox par rapport à d'autres emballages. Est-ce qu'ils présentent, j'imagine, un intérêt d'un point de vue environnemental pour le réemploi des boîtes en inox? Malheureusement, je n'ai pas d'éléments tangibles, chiffrés pour répondre à cette question. Le seul exemple qui est en cours, c'est du coup Loop qui a développé une boîte en inox pour les chocolats Milka et qui du coup devrait un peu essuyer les plâtres et j'espère communiquer sur les résultats de la performance globale. Alors je regarde si nous avons tout traité. Dernière question. Donc en fait, c'est deux questions à la fois. On va dire que le design anti-vol et le fait que potentiellement l'usager ne rapporte pas son emballage réemployable a suscité deux questions, notamment parce que voilà, le client pouvait garder cet emballage et le réutiliser pour sa propre consommation. Donc là, on va très clairement se retrouver avec un impact environnemental qui va être détérioré si le contenant n'est pas rapporté dans le dispositif organisé qui permet ensuite de le laver et de le réinjecter dans le circuit. Pourquoi? Parce que chaque contenant qui va être gardé par le consommateur, c'est tout autant de contenants qui vont devoir être remis sur le marché et donc produits à nouveau pour satisfaire la demande. Et typiquement, on va dire dans le pire des cas, si l'emballage qui est gardé par le consommateur venait tout juste d'être confectionné, alors on se retrouve avec un emballage qui est en fait un bilan environnemental pour le post-production similaire à celui de l'usage unique,
puisqu'il n'aura pas eu de rotation pour amortir en fait le poste production et donc émission de gaz à effet de serre associé. Donc très clairement, l'incitation à ce que le contenant soit rapporté, voire même l'incitation à ce qu'il y ait une traçabilité de chaque contenant qui est rapporté pour justement assurer un suivi du parc d'emballage réemployable sont vraiment des conditions très importantes pour avoir un impact environnemental minoré. Et pour compléter, et je vois que j'ai eu la même idée qu'une personne sur le chat, c'est bien à distinguer des emballages rechargeables. Pour ceux qui étaient avec nous, celles et ceux qui étaient avec nous la semaine dernière, on a bien distingué les emballages à usage unique, des emballages réemployables et des emballages rechargeables. Dans le cas d'un emballage réemployable, quelqu'un, l'industriel ou un opérateur, a prévu un dispositif de collecte, du transport et une usine de lavage pour traiter cet emballage. Et donc, c'est autant d'efforts et d'activités impactantes qui ont été prévus pour rien si votre emballage réemployable devient un emballage rechargeable. Dans le cas d'un emballage rechargeable, c'est le consommateur qui est responsable de la gestion de cet emballage, de le ramener, de le laver, de le rapporter à nouveau lorsqu'il fait à nouveau ses courses. Donc les deux solutions sont très intéressantes et ça dépend des modalités de consommation, etc. Mais on parle bien de garantir le taux de retour et le nombre de rotations d'un emballage réemployable qui a été conçu pour être réemployé et donc lavé, transporté, collecté pour optimiser justement toutes les autres étapes. À ne pas confondre avec le rechargeable. L'aluminium était un matériau qui rentre dans les emballages réemployables. Alors, l'aluminium canette, à ma connaissance, il n'y a pas du tout de perspective de réemploi. En revanche, si la question concerne est-ce que l'aluminium est adapté à du contact alimentaire avant et après un ou plusieurs cycles de lavage, c'est une bonne question et ça fait partie des chantiers sur lesquels Citeo souhaite avancer dès cette année pour faire on va dire une cartographie complète et sans risque des emballages et surtout des matériaux qui permettent le réemploi. Donc, je suis désolée, pour le moment, je n'ai pas de réponse très claire à vous apporter sur la partie aluminium. Alors, on va regarder s'il y a encore quelques questions et sinon, on va pouvoir vous libérer à l'heure. On avait effectivement une question sur la comparaison entre du PET avec incorporation de recyclé et de l'alu avec de l'alu moins impactant au bout de cette réutilisation. On prend cette question, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour nous d'y répondre. On n'a pas d'éléments voilà, tangibles d'ACV qui nous permettent de dire si le seuil critique de cette réutilisation est pertinent ou pas. Mais moi, ça me paraît relativement cohérent à partir de ce qu'on a vu sur les ACV connus et si je me base également sur la communication que fait Loop, donc Loop, le système de remploi par e-commerce, communique sur un bilan environnemental rentabilisé et favorable au réemploi à partir de 5 rotations. Voilà, le problème, c'est qu'on n'a pas du tout on n'a pas du tout les données sur lesquelles il se base et que encore une fois, c'est très global, alors que Loop gère des emballages qui sont très différents les uns des autres. On a du plastique réemployable, du verre qui est beaucoup plus lourd, de l'acier qui est encore différent. Donc, mais voilà, moi, ça me choque pas d'avoir cette rotation. Alors, il est 10h30. Voilà, je pense qu'on va vous laisser à l'heure. J'espère que ce deuxième webinaire vous aura apporté des éclairages sur la performance environnementale des emballages réemployables. On se retrouve la semaine prochaine pour voir les actions à mettre en œuvre et surtout les questions à se poser pour cette solution opérationnelle. Merci beaucoup. Au revoir.